Super. Well, there you go. That's my introduction in terms of the motivation for this particular conversation. But I'm going to now just turn very quickly to our co-host for this particular session, which is Gulnara Rol, and she's the head of the Cities and Buildings Unit in the Climate Change Division at UNEP and the Global Alliance of Buildings and Construction, who are, as I said, are co-hosting or co-organising this session with us. And just to begin with, I have a question for Gulnara. So the Global ABC, with the UNEP serving as its secretariat, has been driving international cooperation to decarbonise the buildings and construction sector since its creation in 2015. What role can subnational governments around the world play in promoting local solutions for green buildings, and how is Global ABC supporting this effort through its latest work on circular buildings? A very long question. So Gulnara, over to you. Thank you so much, Mr. Chair, and great to see you, and great to see many of colleagues who are kind of this community of people working on the building decarbonization of cities. In cities. My name is Gulnara Rol. I'm head of the kind of cities, buildings and cooling unit, and also head of the Secretariat of the Global Alliance Building Construction. For those who don't know about it, it is an alliance of now over 340 organizations, including 60 national governments, but also multiple local governments, private sector. And it is my honor to be seated next to our co-chair, Ilan Shapoval, who is also one of the fathers of the Global ABC, which was established in 2015 at COP21, which was taken in Paris. So first of all, of course, at this fantastic event that OECD is organizing, when we're speaking about the cities, we cannot leave the topic of the building, because also at UNEP we are looking at the buildings not as separate buildings, but really looking at the built environment as a part of the city and of the urban fabric. So I think this is very important. And also, if we look into multiple reports, including our CD reports, we see that also what concerns building, for climate-related investment, 70% of the investments managed by the subnational governments. So this is why it's really, at UNEP, we're really focusing a lot on the topic of connecting buildings and cities. And last year, probably many of you were at the Global Buildings and Climate Forum. It was in March last year. And it also included a local leaders forum, which discussed and considered very important that Global Alliance Building Construction also would include an action group on subnational governments, because Global ABC has 10 kind of working groups named hubs and action groups on the finance, on sufficiency, on data. But last year, we established also a group on the subnationals, which includes the membership of the Global ABC, but also the local leaders. And in fact, just last week, we had a very successful Alliance Assembly, which is annual assembly, and this time it was taking place in a historical city of Dresden in Germany. And this is where we also launched kind of the local subnational kind of champions of the Global ABC, who are working and sharing their experiences on building sector decarbonization in their cities. By now, the action group of the Global ABC actually produced already a report, which in assessment of quite many case studies of cities across the globe about what are the practices in building decarbonization. So we will be launching this report actually quite soon in a webinar. So we will be happy to have you at the webinar, so I will not stop on that. But basically, the report, among many other recommendations, basically says what for cities, it's very important to establish city-level targets and kind of integrated plan. And at UNEP, since UNEP is also in a way the host of the Secretariat of Global ABC, but also a member of it, we're producing some named climate roadmaps on building construction in cities. So at the moment, we're producing it for 2 cities in India, and we're scaling up to many cities. And also many of our partners are doing the same. So this kind of integrated
roadmaps on the building sector decarbonization is very important. So basically, what we're looking at the spatial territorial aspect of the city, but also we cannot avoid looking also as a separately at the sectoral perspective also at the city level. So to the question of the chair, how Global Alliance for Building and Construction supports this process, in addition to the roadmaps that we're doing for subnational governments, mostly, of course, in the developing countries and countries with emerging economies, we have quite a big expert resources. So first of all, Global ABC is hosting some materials hub, which is kind of an informal community of practice, everything but materials, including on different kinds of materials. And the Global Material Hub is actually advocating on the 3 points. Three overarching strategy, like as a part of your strategic approach to decarbonize your building sector at the local level. So first of all, of course, we're looking at the avoiding extraction and production of raw materials, building with less materials through better data-driven design. For instance, designing for disassembly, and this could increase up to 50% of the carbon emissions while maximizing and reusing recycling buildings. What's concerning about the data-based approach, for instance, we have a methodology of building passports. So basically every building or neighborhood or city develops a passport of what this building consists of. So when you start demolish it, you have the passport, you know what inside of your building, so then you can actually reuse or recycle relevant materials. Secondly, shift to regenerative material practices when possible by using ethically produced low carbon bio and bio-based building materials. For instance, sustainably sourced bricks, timber, bamboo, agriculture, and forest biomass. And the third principle is improve conventional building materials through decarbonization efforts, through increasing recycling of the buildings. So basically, we're speaking about decarbonization of the existing hard-to-abate industry, which today, of course, dominates the building materials market. So this is kind of the 3 principles that we are using in our work. In addition, UNEP is developed kind of terminology, the principles on national circularity assessment framework. And in cooperation with the government of Germany, BMZ, we piloted this tool in Senegal and Bangladesh. So I think this is kind of some of the points that we're doing, but we will be really happy to continue this discussion on Global ABC. Super, many thanks. And I hope that we get a chance to also have in terms of the sub-national dimension. I think for us, of course, one of the critical dimensions of the circular economy and building decarbonisation is the spatial dimension, and to what extent we need to have differentiated plans at the sub-national level, recognising there are local assets and local ecosystems, and including, for example, bamboo rather than wood in different places. I think there are different opportunities. So I'm going to zoom in now, perhaps, to some of the countries that contributed enormously to the report that was shown on the video. And we have 3 country interventions from Japan, France, and fingers crossed the Netherlands. But just to let you know that Robert Dijksterhuis, he's not here, so I can get his name wrong for now, but I'll try to improve it before he arrives. He's currently stuck on a train somewhere between Paris and Brussels, and he's on his way furiously here, and we hope he's going to be able to join us before the end of this session, but if not, we will try to accommodate him afterwards. But in any case, we have 3 interventions, looking, for example, at the examples that we have in the report. And I'm going to start with Itsuhiro Miura, who's Deputy Director General at Japan's Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, MILIT. And Itsuhiro, thanks to the long-standing support of the Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism for the OECD's program on decarbonising buildings in cities and regions, we launched our report that you saw a fantastic video of in Tokyo earlier this year. So just in respect of that, what progress has Japan recently made in tackling both operational and embodied carbon in buildings? Thank you, Chair. I work for the Housing and Urban Bureau at the Ministry of Infrastructure. We call MLIT, the Japanese government.
I'm going to talk about the decarbonization effort of our countries using some slides. In order to create sustainable buildings and cities, addressing policies from perspectives such as decarbonization and circularity is crucial, since building accounts for 40% of energy-related global emissions. On the other hand, when constructing buildings, it is also necessary to consider the unique nature of the construction industry. As you know, the construction industry involves many stakeholders, including developers, general contractors, manufacturers of building materials, and even recycling and demolition. Therefore, we welcome the focus on the building sector as a theme of the deep dive session on the circular economy. I'd like to briefly introduce a recent report on life cycle CO2 emissions published by this OECD, which the Japanese government supported. As you can see on the screen, the Japan OECD co-hosted the high-level policy seminar in Tokyo on February 20th, with about 300 people participating. Director Lamia visited Tokyo and attended this seminar, launching the Life Cycle Carbon Report with Minister of Infrastructure, Japan, Nakano in attendance. The OECD report presents detailed comparative studies among many European countries, and during the seminar, representatives from Denmark and Sweden delivered wonderful presentations on their proactive initiatives toward decarbonization. I believe that the inspiring seminar served as a valuable opportunity for the stakeholders who attended. The key message from the seminar is that complex policies like decarbonization need to be implemented by taking step-by-step approach with multi-level cooperations. Japan is indeed moving forward with this approach, and let me introduce some recent initiatives. Our life carbon Thanks. Our Life Carbon WLC effort is unique in that it was initiated by the private sector and is still being promoted through establishing a collaborative structure among industries, academia, and the government. The core of the structure is the Zero Carbon Building Promotion Council in the middle of this chart. In this council, general policies such as calculation tools and policies for the CO2 intensity database are being discussed through their collaboration. We've also established an interministerial liaison meeting with the Cabinet Secretariat since last summer. This meeting aims to accelerate discussions toward implementing WLC approach under the cooperation of related ministries overseeing building code, building materials, forestry, and public facilities. Last month, the Cabinet Liaison meeting announced a draft of a basic plan for promoting efforts to reduce the WLC emissions of buildings. The plan outlines a roadmap leading up to 2028 and sets out the roles and timelines of the relevant ministries and agencies for each item and their consideration in institutionalizing this system. Going forward, based on this plan, we will consider designing a policy framework to promote the intensity calculations and to develop labeling systems and relevant data. Lastly, the OECD released the Global Monitoring Survey last year, which identified that embodied carbon and circularity in buildings are among our top priorities. We understand the reuse and recycle of building materials also play an important role in reducing CO2 emissions over their life cycle. And we hope that such efforts will be promoted as the life cycle carbon policy progresses. I look forward to sharing insights and challenges with participants from member countries and cities. Thank you very much. Super, many thank you, Chihiro. Many thanks. I mean, lots of fantastic points raised, and particularly challenges around labeling and estimation. But I also quite like the advocacy for the step-by-step approach, which I always took to mean, for example, learning by doing, and the opportunity, for example, to share those evolving practices on the ground. And that's the role, of course, the OECD certainly wants to play in terms of fostering that information sharing. I'm going to pass now to Yves Laurent Sapoval. He's been a very good friend of this initiative, working with us for a while, Ministerial Delegate for Sustainable Cities in France. And the question that I have is, given the growing focus on both operational and embodied carbon in global climate policy, how can governments collaborate internationally to accelerate the transition towards a near zero emissions and climate resilient building sector? Additionally, what progress is France making with its Réglementation Environnementale
2020, RE 2020, and à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, AGEC for circular buildings. Merci et merci de l'invitation. Je vous laisse le temps de mettre vos petits dispositifs sur la tête si vous en avez besoin. Je m'exprimerai en français. Ça fait un petit peu de temps qu'en France, on essaye de prendre le chemin de l'économie circulaire. Je reviendrai sur le dispositif législatif et réglementaire qui a été progressif au cours des années. Mais je préfère aborder la chose sous un angle plus, disons, descriptif, en partant des sujets urbains jusqu'à arriver à la question qui m'est posée sur la coopération internationale. Donc, la première chose en matière de circularité et d'économie circulaire quand il est question de fabriquer des bâtiments, c'est la circularité et la réutilisation des fonciers. De ce point de vue-là, nous avons une politique qui est assez ambitieuse de limitation de l'artificialisation et de l'expansion urbaine qui vise le zéro artificialisation nette à l'échéance de 2050 et évidemment l'intensification des usages, la réutilisation des fonciers disponibles. C'est la première circularité, disons, urbaine que nous essayons de mettre en place. Le deuxième élément pour favoriser la circularité, c'est la programmation et la réutilisation des bâtiments existants autant que possible. Pour cette raison, nous essayons notamment évidemment de favoriser les rénovations par rapport aux démolitions et aux reconstructions à présent, notamment lorsque nous sommes confrontés à des édifices à caractère patrimonial et par exemple la réutilisation des bâtiments de bureaux à usage de logement, même si c'est parfois une gageure. Alors, le troisième niveau qui nous occupe ici plus particulièrement, c'est celui des bâtiments eux-mêmes. Et là, en effet, le sujet de l'économie circulaire dans le bâtiment est un sujet qui a pris de l'ampleur, comme vous le disiez, au travers de plusieurs dispositions législatives. D'abord, par la loi relative à la transition énergétique et la croissance verte de 2015, qui a donné lieu à une feuille de route pour l'économie circulaire, puis par la loi dont vous parliez en 2022, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dans laquelle il y a des mesures évidemment concernant le bâtiment, concernant l'évacuation et la collecte des gravats, concernant la décharge, mais aussi concernant dans le cadre de la mise en place de la responsabilité élargie du producteur, la mise en place de diagnostics produits, équipements, matériaux et déchets qui deviennent obligatoires pour les maîtres d'ouvrage en deux phases, l'établissement d'un pré-diagnostic, puis l'établissement d'un diagnostic préalable aux travaux, et d'un recollement à l'issue des travaux. Voilà, tout ça doit être centralisé dans une base de données qui permet de développer les filières et de mieux récupérer les matériaux qui sont à la disposition des autres constructeurs. Alors, par ailleurs, s'agissant du bâtiment, nous avons mis en place une réglementation qui s'appelle la RE 2020 et qui, comme son nom l'indique, est entrée en vigueur 2 ans plus tard et qui permet qui envisage le bâtiment en analyse du cycle de vie et qui donc permet d'envisager la dépense carbone globale sur le cycle de vie du bâtiment, ce qui évidemment pousse à l'économie circulaire, sachant que les matériaux réemployés comptent pour zéro dans le bilan carbone d'un bâtiment. Voilà. Donc cette loi, cette réglementation, qui a d'autres caractéristiques, mais notamment celle un petit peu d'une manière un peu précurseur d'envisager l'analyse en cycle de vie des bâtiments, eh ben, nous en faisons aussi la promotion assez largement.
nous essayons aussi de participer à tous les groupes de travail qui sont aussi organisés ici pour diffuser cette notion et faire en sorte que d'autres pays l'adoptent. Peut-être le moment d'en venir à notre coopération internationale. Donc, je crois que Gulnara a bien expliqué ce qui était mis en place dans le cadre de la Global ABC. L'Alliance mondiale pour le bâtiment et la construction donc, a été mise en place à la COP 21 en 2015. Depuis toujours, défend l'idée de l'analyse en cycle de vie des bâtiments, défend l'idée que les solutions passives sont les premières solutions et en matière d'efficacité énergétique. Et cette alliance mondiale, elle a permis de mettre en place un Buildings Breakthrough à la COP 29. Donc ça, c'est un certain nombre de pays précurseurs qui se sont mis d'accord pour agir sur 5 priorités, dont le sujet des matériaux et dont le sujet de ce qu'on appelle en anglais demand creation, la création de la demande. Je reviendrai là-dessus un peu rapidement. Et puis, nous avons aussi organisé le Forum mondial pour le bâtiment et le climat. Ça a été évoqué, mais la déclaration de Chaillot, qui en est issue, soutenue par 60 gouvernements, est la première déclaration sur le bâtiment et le climat et qui, elle aussi, promeut la réutilisation des matériaux, le développement des matériaux biosourcés et l'économie circulaire dans le bâtiment comme une solution d'avenir. 2 mots peut-être sur le Buildings Breakthrough en question. Donc, peut-être pour conclure, sur l'idée que pour nous, au niveau international, bien sûr, les codes de la construction, la valorisation de l'analyse en cycle de vie dans les codes de la construction sont une solution d'avenir, mais que nous pensons aussi que la commande, et notamment la commande publique, sont permettent une incitation forte et permettent de montrer l'exemple. Et c'est ce que nous essayons de diffuser et notamment de développer dans le cadre de ce Buildings Breakthrough. Dans le cadre d'une des priorités, nous organisons des ateliers de travail pour favoriser la prise en compte de l'économie circulaire dans la commande publique, parce que nous pensons que les gouvernements peuvent et doivent, à tous les niveaux, montrer l'exemple. Voilà un petit peu le tour de nos politiques. Merci beaucoup, Yves. Si nous avons le temps, je voudrais bien te demander une question à propos de s'il y a une dimension géographique que tu vois en termes de le progrès que tu as vu sur la Terre. Parce que ça moi, c'est super intéressant de voir s'il y a quelques villes qui sont beaucoup plus avancées que des autres en France. Mais bon, je vais rester en français maintenant parce qu'on attend l'intervention de Robert Dijksterhuis. Et il est toujours en train de venir, mais je crois qu'il va arriver en 15 minutes. Et donc, mais je reste en français parce que j'ai une question à Anne-Claire Miao qui va, je suis sûr, répondre en français. Et j'ai la question en français aussi. Donc, Anne-Claire Miao, c'est le directeur général de l'Agence nationale de rénovation urbaine en France. Et la question que j'ai pour vous, c'est le ENRE joue un rôle clé dans la transformation et le renouvellement des quartiers prioritaires en France, ce qui en fait un acteur incontournable pour impulser une dynamique de décarbonation et d'économie circulaire à grande échelle dans le bâti urbain. Comment le ENRE intègre-t-elle concrètement les principes de l'économie circulaire dans les projets de rénovation urbaine qu'elle soutient aujourd'hui, par exemple dans la rénovation des espaces publics? Merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour à toutes et tous. Quelques mots donc, pour présenter l'ANRU pour celles et ceux qui ne connaisseraient pas cette agence. C'est une agence d'État qui a pour mission de financer et accompagner les projets de renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, c'est-à-dire les quartiers qui regroupent les personnes les plus pauvres de France. Donc c'est vraiment une agence qui a pour objet d'accompagner cette transformation urbaine à destination des populations les plus pauvres, donc qui cumulent les enjeux de précarité sociale, mais aussi les enjeux de dysfonctionnement urbain et de reconstruction de la ville sur la ville. Quelle est la méthode de l'ANRU? La méthode de l'ANRU, c'est refaire la ville sur la ville, reconstruire la ville, et notamment, l'ANRU a été créée par Jean-Louis Borloo, que vous connaissez peut-être en 2003, pour casser les grands ensembles, vous savez, ces grands ensembles urbains qui ont été construits
après la guerre pour loger beaucoup de personnes qui avaient besoin de logements dans les années 60 et parfois avec une urbanisation très dense, très lourde et pas toujours de qualité. Depuis 20 ans, l'ANRU a évolué dans ses approches et la question de la décarbonation et de la ville durable est encore plus aujourd'hui dans nos modèles d'intervention que ce n'était le cas il y a 20 ans, même s'il y a 20 ans, le développement durable était un des objectifs de la politique publique de renouvellement urbain. Aujourd'hui, comment nous intervenons? Déjà, et je vais reprendre ce qui a été présenté à l'instant par le délégué interministériel à la ville durable, refaire la ville sur la ville, c'est économiser des terres arables et c'est viser la sobriété foncière. Et donc, l'ANRU, sa première contribution finalement, c'est qu'en travaillant sur le fait de refaire la ville sur la ville, on économise du foncier et donc on limite la consommation de puits carbone qui peuvent être constitués par les espaces naturels et forestiers. La deuxième chose, c'est que étant donné qu'on finance des projets qui transforment la ville, donc à la fois de l'habitat, de l'aménagement des espaces publics, comme vous l'avez dit, et des équipements publics, on considère que c'est un moment crucial pour viser la participation à la construction de la ville durable et la décarbonation. Et que c'est le moment où il faut vraiment qu'on puisse prendre en compte ces enjeux-là dans le déploiement des politiques publiques. Et c'est la raison pour laquelle, ces dernières années, on a aussi renforcé cette prise en compte avec le lancement d'un dispositif qu'on appelle quartier résilient, qui s'appuie sur la loi climat et résilience dont on a parlé et qui vise à rechercher des objectifs de résilience dans les programmes de renouvellement urbain que nous finançons. Quelle a été notre approche? Finalement, par rapport à votre thématique, on a commencé, comme ce que vous soulignez, par essayer d'éviter la consommation de carbone. Donc, on a commencé par financer des réhabilitations visant le BBC Rénov', donc bâtiment basse consommation. On a travaillé sur le changement de vecteur de chauffage pour viser la décarbonation des modes de chauffage, donc notamment en travaillant avec nos collègues de l'ADEME sur le financement de réseaux de chauffage urbain, en travaillant aussi sur le développement de la géothermie. Et donc, on a d'abord beaucoup travaillé sur la façon dont on pouvait réduire les consommations carbonées dans les logements. Et on y arrive quand même plutôt bien. Sur le programme actuel, on a 75% des réhabilitations que nous faisons qui atteignent ce label BBC, c'est-à-dire un label de très haute performance énergétique et donc qui permet d'économiser de la consommation d'énergie. Au fur et à mesure de l'avancée de nos réflexions et de notre travail sur le sujet, on a commencé aussi à travailler beaucoup plus sur la question que vous posez dans cette table ronde de comment on arrive à économiser des ressources parce que le bâtiment, ce n'est pas seulement la consommation, c'est aussi tout le cycle de vie du bâtiment. Et ça, c'est vrai que ce sont des sujets sur lesquels collectivement, on a progressé ces dernières années et où on a renforcé nos réflexions en la matière. Sur ce sujet, au niveau de l'agence que je dirige, on a trois grands sujets. Le premier sujet, c'est un sujet qui a été évoqué sur l'arbitrage entre démolition et réhabilitation. L'ANRU est une agence qui a beaucoup financé de démolition de logements. Parfois, c'est nécessaire parce que les logements sont obsolètes. Parfois, c'est nécessaire parce que les quartiers sont très denses. C'est nécessaire pour renforcer la mixité sociale qui est un de nos objectifs en termes de politique publique. Mais aujourd'hui, on essaye d'être beaucoup plus précis dans les choix de démolition que l'on peut faire et de privilégier la réhabilitation lorsque l'on peut et de limiter la démolition aux cas qui sont vraiment indispensables pour permettre l'ouverture du quartier, traiter des bâtiments qui sont obsolètes, traiter de l'habitat privé qui va tomber, etc., etc. Donc ça, c'est un arbitrage entre démolition et réhabilitation qui est progressivement à évoluer au fur et à mesure des programmes et où on voit que les choses bougent en termes d'arbitrage et la prise en compte de l'impact carbone dans le choix qui est fait entre démolition et réhabilitation est quelque chose que l'on pousse de plus en plus dans les programmes de renouvellement urbain, même si je pense que si on a un futur programme, on le fera encore plus, mais ça fait partie des choses à développer. Deuxième élément, si on démolit, si finalement les projets conduisent à des démolitions, tout l'enjeu, c'est la réutilisation et des matériaux pour essayer d'éviter de gaspiller des matériaux. Et sur ces sujets-là, on a la chance avec le programme que l'on finance d'avoir des prototypes et des démonstrateurs. Et donc, on a beaucoup de territoires démonstrateurs, si vous voulez aller visiter des territoires démonstrateurs, où on a testé aussi en finançant des dispositifs d'innovation, des techniques de réutilisation de matériaux.
à Stein, par exemple, pas très loin d'ici, on a récupéré tous les voiles béton des bâtiments qui ont été déconstruits ont été récupérés pour refaire du béton et permettre d'être réutilisés dans l'espace public. À Nancy, sur le plateau du Haut du Lièvre, c'était une grande barre de Zerfus, pour ceux qui connaissent l'architecte Zerfus, qui a été en partie déconstruite à certains endroits. Les parties déconstruites, tous les matériaux internes ont été récupérés. Le plancher, les radiateurs, les sanitaires, les tableaux électriques, etc. Tout a été trié sur place par une entreprise d'insertion et tout ce qui pouvait être réutilisé a été réutilisé dans la réhabilitation des bâtiments qui restaient. Et donc là, on est vraiment sur un quartier en termes de fonctionnement. Et qu'est-ce qu'il faut? Parce que la question que vous posez, c'est quels sont les freins éventuels? Là, typiquement, la collectivité nous disait, aidez-nous à financer la plateforme de tri. Ça paraît anecdotique, mais en fait, financer la plateforme de tri, c'est ce qui a permis de débloquer le sujet et de trouver la réponse opérationnelle. On a fait la même chose à Orly, on a financé une plateforme de tri qui permet que le béton qui a été déconstruit soit parte sur des barges sur la Seine pour aller être utilisé ailleurs, soit trié et réutilisé sur place. Donc ça, c'est des petites choses, au-delà après du fait d'avoir des personnes qui savent réimplanter des matériaux remis à neuf. Ça nécessite des techniques en termes de BTP qui ne sont pas exactement les mêmes. Troisième chose, pour ne pas être trop longue, pour les constructions neuves, on renforce et on majore nos financements lorsque les projets utilisent des matériaux bas carbone. Donc, ça fait partie aussi des sujets importants. Donc, nous, au-delà de l'accompagnement en termes de conseil d'ingénierie, on va majorer de 15% nos financements, ce qui n'est pas rien, ce qui permet de financer des écoles en paille, des écoles en bambou, de l'isolation à Grenoble avec des panneaux de bois qui sont faits dans une usine qui fabriquait avant des skis, en lamellé-collé extrêmement fin qui permet d'isoler parfaitement les bâtiments. Là aussi, on a beaucoup d'exemples qu'on pourrait vous donner. Et c'est vrai que le levier financier qui permet de majorer ces financements permet effectivement d'accompagner sur le bâtiment. Et au-delà des bâtiments dont je vous parlais là plus spécifiquement, lorsqu'on travaille sur les programmes de renouvellement urbain, et j'ai quelques maires ou responsables administratifs de grandes collectivités qui sont autour de la table et qui connaissent la façon dont on intervient, on va financer aussi en même temps la désartificialisation des sols, le cycle de l'eau sur le secteur, la lutte contre les îlots de chaleur. Et on prend le quartier dans sa globalité pour essayer d'avoir un impact carbone global. Et pour terminer sur ces points-là, on est en train de travailler avec le CSTB, le Centre technique du bâtiment, qui est en France, c'est un institut de recherche sur ces sujets-là, et avec d'autres partenaires pour estimer l'empreinte carbone globale de nos projets. C'est pas simple parce qu'il faut prendre en compte la mobilité, il faut prendre en compte la désartificialisation, il faut prendre en compte le cycle de vie du projet. Enfin, c'est pas simple, mais on considère que c'est nécessaire et on considère que c'est un moyen d'appréciation complémentaire pour remplir nos objectifs qui sont avant tout, bien sûr, améliorer la vie des habitants des quartiers les plus pauvres, mais aussi contribuer à la mixité sociale, mais que la question de l'empreinte carbone globale de nos projets, elle doit être prise en compte en complément de nos autres objectifs sociaux, sachant que, vous le savez, les personnes les plus pauvres sont les premières victimes du changement climatique. Et donc, on a une double exigence en la matière quand on travaille sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Voilà rapidement présenté, mais je pourrais revenir sur quelques exemples si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Anne, spécialement pour tous les exemples régionaux que tu as donnés. C'est super intéressant. J'ai une question, mais peut-être que c'est quelque chose qu'on peut rentrer à la fin, mais je vais le dire maintenant, jusqu'en cas j'ai oublié. Parce que tu as déjà commencé de parler de cet arbitrage entre la démolition et la réhabilitation. Et à la fin, tu as dit que tu as des difficultés en fait de mesurer l'empreinte carbone. Donc, ça me donne une question que comment tu fais cet arbitrage sans cette information déjà. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut rentrer au fin. Maintenant, en principe, on a une intervention qui est prévue par Florian Flackennecker, Task Force Leader of the Circular Economy in the European Commission. But unfortunately, I think he was on the same train that Robert was on. So he's also currently stuck, and hopefully he'll be able to join us. I don't know. He may have turned around and gone back. But he was, in principle, supposed to be giving his intervention now. Maybe he'll give it. We'll see. Robert is on his way, as I understand. But until then, I'm going to pass the floor now to Lily Munson, the Secretary General for Ville Vivant. Et encore, je vais rentrer en français. Donc, Lily, Ville Vivant accompagne les particuliers eux-mêmes dans le projet de rénovation immobilière pour les aider à vivre là où ils le souhaitent.
Pouvez-vous nous expliquer comment vos initiatives permettent notamment de rénover et à réhabiliter des logements plutôt que de construire du neuf, appliquant ainsi une logique d'économie circulaire dans ce secteur? Lily, à vous. Bonjour, alors merci beaucoup pour cette invitation. Donc c'est un vrai plaisir d'être ici. Donc Ville Vivante, on est une société donc privée. Ça fait plus de 10 ans qu'on existe et on est spécialiste dans la densification douce. La densification douce, tout simplement, c'est l'idée en fait de composer la ville à partir des fonciers déjà construits, des tissus déjà existants et des infrastructures qui ont déjà fait l'objet d'investissements de la part des collectivités au sens large. Et donc pour ce faire, et évidemment, c'est pas forcément pertinent à chaque endroit, mais pour ce faire, on vient intervenir avec les particuliers, avec les petits propriétaires de foncier de leur maison, qui ont des projets d'adaptation, de modification ou de construction. Et donc c'est vraiment l'art de l'intervention et de la construction du sur-mesure. Évidemment, dans les zones extrêmement denses qui nécessitent je veux dire, des grands ensembles ou voilà, de l'offre collective, c'est moins pertinent. Mais dans tous les espaces qui aujourd'hui, de fait, ont composé l'urbanisation en étalement urbain ces 20, 30, 40 dernières années, ça permet d'avoir une option urbaine qui, en fait, permet deux choses et qui, je pense, sont absolument essentielles dans une logique de circularité. La première, c'est effectivement, et ça a été évoqué par les intervenants précédents, correspondre à l'objectif du zéro artificialisation nette, qui est un objectif qui a été porté par la France depuis maintenant un certain temps et qui, en tout cas, qui vient poser beaucoup de questions sur la manière dont on va continuer à produire une offre de logement abordable et bien située. L'objectif, donc, c'est effectivement d'aller chercher le foncier là où il existe déjà. Parce qu'aujourd'hui, on a 20 millions de propriétaires de maisons en France qui sont la plupart d'entre eux sur des parcelles qui, en réalité, font 800 mètres carrés et plus, c'est-à-dire qui, en fait, sont un peu au-delà de leur consommation effective, voire de ce qu'ils sont en mesure, en fait, de prendre à charge dans leur entretien commun. Et puis, on parle beaucoup de logements et de bâtiments. Et c'est vrai qu'on oublie parfois que ce n'est pas un stock, mais c'est un flux. Et on le voit bien avec d'ailleurs l'intervention de l'ANRU, c'est qu'on peut construire du stock et des unités, mais derrière, si ça n'est plus adapté à l'usage effectif, en réalité, ça tombe en désuétude. Et là, on est sur de la vacance, de l'obsolescence, sur du très long terme. Notre objectif, c'est d'éviter ça et donc de participer à l'évolution du parc bâti avec les habitants eux-mêmes, avec les propriétaires et donc en leur donnant tous les outils. Donc, on est vraiment on fait de l'accompagnement à maîtrise d'ouvrage habitante pour qu'ils puissent intervenir. Donc, tout simplement, c'est par exemple, vous avez acheté votre pavillon. En fait, vous avez vieilli, vous vous êtes séparés, vos enfants sont partis à l'université, eh bien, vous n'avez pas forcément les ressources, alors même que vous êtes propriétaire de votre foncier et de votre maison, pour adapter en fait aménager. Et parce que en fait, la plupart du temps, vous avez envie de rester chez vous, dans un endroit où vous avez des liens sociaux, dans un endroit où vous avez investi de vous-même. Et donc, mettre une salle de bain au rez-de-chaussée pour que ça devienne un logement de plein pied et que vous puissiez y faire un peu plus de temps pour vos vieux jours. C'est un programme donc, qu'on opère pour les collectivités et on travaille ensuite directement avec les particuliers. Ça a été le cas par exemple dans les Vosges. On a travaillé avec le SCOT des Vosges centrales et permettant en réalité de sortir de la vacance ou d'empêcher la vacance d'énormément de logements en lien avec les besoins des particuliers. Et donc ça, c'est une forme de circularité et éviter que ce qui existe déjà ne soit plus adapté. Et puis un deuxième, et on a beaucoup, et ça a été évoqué notamment par Madame Mialo tout juste, mais sur l'évaluation de l'impact carbone d'un bâti, pour nous, un des points centraux, c'est la localisation, en fait la géographie. On a travaillé pendant un certain temps avec l'OFCE, l'Office français de la conjoncture économique, à modéliser l'impact carbone pour un bâtiment, un logement, en fonction de s'il était neuf ou s'il était ancien, enfin si on crée un nouveau logement ou si on rénovait de l'existant, et en fonction de sa localisation. On a travaillé à l'échelle du SCOT de La Rochelle cette fois-ci, donc sur la façade atlantique. Et on s'est aperçu qu'en réalité, la question des mobilités quotidiennes induites d'un logement
si on prend un cycle de 40 ans, c'est 60 à 80% de l'impact carbone. Donc évidemment qu'il faut absolument amorcer un virage essentiel sur la question des matériaux, mais on s'est aussi quand même rendu compte du poids de l'usage ensuite de ce logement même. Et c'est en travaillant avec les particuliers qu'on s'en est aperçu, qu'on a mesuré l'ampleur en réalité de ce que ça allait générer. Et alors c'est évidemment de l'impact carbone, mais c'est aussi l'impact économique et puis social, quotidien en fait pour les habitants eux-mêmes. Et d'où l'importance d'une intervention urbaine qui se fait à ce point-là dans la dentelle, dans l'existant et à proximité des équipements déjà existants, pour qu'on puisse se raccorder évidemment au transport public, aux crèches, aux opportunités professionnelles et d'emploi. Donc voilà, ça fait on a aujourd'hui accompagné plus de 12 000 porteurs de projets en France, et toute la difficulté, vous l'imaginez bien, mais c'est que ça nécessite en fait une sorte de modélisation de nouvelles compétences, intégrant la modélisation architecturale, évidemment l'insertion de l'ensemble des contraintes techniques, mais aussi administratives, réglementaires, patrimoniales, parce qu'on vient parler en fait de l'intimité des gens. Et aujourd'hui, on travaille à vraiment la structuration, je dirais, de ce métier. On travaille d'ailleurs beaucoup en lien à notre petite échelle sur de la coopération internationale, puisqu'on est en contact avec des chercheurs et des gens qui fabriquent comme ça la ville par les habitants à travers le monde. Et notamment, par exemple, des mouvements aux États-Unis qu'on appelle YIMBYST, mais qui donc sont pour Yes in My Backyard, et qui effectivement essayent d'aller dans ce sens-là, d'outiller en fait cette approche, cette démarche, qui pour nous est une solution qui est en capacité de passer à l'échelle pour de la production de logements abordables et bien situés. Voilà. Merci beaucoup. J'ai appris quelque chose de nouvel aussi. C'est un nouvel acronyme, YIMBY. C'est la première fois que je l'écoutais. Donc, merci. C'est des bonnes nouvelles aussi pour d'avoir des YIMBY et pas tout de NIMBY. J'ai seulement une question que peut-être encore on peut rentrer à la fin. C'est parce que tu as parlé beaucoup de la particulière. Ce que c'est pas clair pour moi, c'est comment tu touches comment tu peux soutenir les gens qui sont en loyer le logement. Donc, ça, c'est la question que je suis sûr que c'est mal exprimé, mais tu comprends ce que je veux dire, j'espère. Bon, so we're still waiting for Robert, who's on his way here, I promise you. But until he arrives, I think we can perhaps just now take the opportunity of having the questions from the floor. And thanks again to all the panelists for their excellent scene setting, I think, interventions. So the floor is now open for questions. And I can see we have one flag raised already. I can't see who you are, so please introduce yourself. Thank you. Hi, Felipe Bucci from the University of Amsterdam. Also a researcher in circular built environment. What we've seen in the past few years in terms of the development of circular built environment policies is that the built environment as it is right now is very much stuck in low levels of recycling. And those countries who have done about it have used demolition and construction waste for the building of roads and highways in many countries like the Netherlands, France, and Germany. Reusing is not really possible. Say, for example, the case of post-war buildings, window frames and doors cannot really be reused because they don't meet the standards of the 21st century. So it seems like the circular economy in the built environment is actually of low level. I was wondering, are there any practical examples from cities around this table where ideas of sufficiency and building less have actually been brought up and worked on? Yeah, very straightforwardly, like building less. Is that possible really? From academia, we tend to think that it's possible, but I don't know, what's that from experience? It's a super question. What I propose we take perhaps just blocks of, say, 3 questions and then give you the panelists some time to reflect on which ones you want to answer, but don't choose the easy ones only. That was a hard one. So I'm going to take the floor now to Leonardo da Vinci University. Hi, thank you. I'm going to talk in French if there is no problem. So I let you maybe 2 minutes to take your earphone. And as soon as it's okay, I will ask my question. 2 sujets principaux. Le premier
Et comment vous voyez pour l'ensemble de ceux qui sont intervenus jusqu'à présent le point d'arrêt de la discussion et du débat sur les sujets véritablement identifiés comme impossibles à dépasser? Je veux dire quoi par là? Je veux parler par exemple des sujets liés aux friches et au réemploi des friches. On considère que c'est là un des principaux gisements de recyclage du bâti. Les économistes, les ingénieurs, les environnementalistes, les écologues savent aujourd'hui clairement identifier, je crois dans les pays de l'OCDE, à partir de quel moment c'est possible et à partir de quel moment ça n'est plus possible. Donc ma question est de dire tout simplement pendant combien de temps continuons à dire que c'est possible lorsque ça ne l'est plus? Et dans ces cas-là, quelles solutions évoquer? Il y a en France le dispositif de fonds friche, avec ses limites, mais aussi les possibilités qu'il a permises. Deuxième sujet, enfin, et pour terminer, une de nos limites sur le recyclage du bâti, et notamment l'initiative qui a été rappelée par monsieur le délégué ministériel au Caire à travers le bâtiment durable, le recyclage du bâti et cette alliance au niveau international, qui est en lien avec une problématique qu'a évoquée Anne-Claire Mialot à l'instant, c'est les infrastructures de recyclage. Sur le territoire français, notamment pour la construction d'immobilier industriel ou productif, la principale limite à laquelle nous sommes confrontés lorsque les bilans économiques tournent, c'est la planification urbaine des terrains et des fonciers sur lesquels, de manière temporaire, il est possible d'avoir cette activité de recyclage des matériaux démolis. Est-ce qu'on peut envisager demain, et c'est une idée concrète, des sortes d'AOT, c'est-à-dire des autorisations d'occupation temporaires dédiées exclusivement à ces fonciers permettant d'accueillir les activités de recyclage le temps du chantier? Next, we have the mayor of Grigny. Bonjour à toutes et à tous. Une intervention qui vaudra témoignage des propos qui ont été portés par Anne-Claire Mialot, puisque Grigny est une ville démonstratrice peut-être de l'Agence nationale de rénovation urbaine, avec 15% de démolition de son parc de logements, soit 1300 logements, près de 5000 réhabilitations, qui nous invite à, bien évidemment, penser à une échelle importante la question, bien évidemment, du réemploi de l'ensemble de ces matériaux et également des nouvelles constructions qui se feront. Sur la question du réemploi, plusieurs outils sont à notre disposition, notamment sur la reconfiguration de nos espaces publics, ça l'a été dit, et sur les constructions nouvelles, la question des nouvelles normes qui ont été aussi abordées, les normes françaises qui nous permettent d'avoir un habitat de demain beaucoup plus en lien avec les enjeux de réchauffement climatique et d'adaptation au réchauffement climatique. Je parlerai aussi de l'usage des matériaux biosourcés qui deviennent un enjeu absolument majeur avec une limite, celle de la filière économique qui interroge lorsqu'il y a une agence nationale qui est sur des volumes de déconstruction, démolition, mais aussi reconstruction aussi importants. Cela exige une filière économique qui soit adaptée. On peut y voir également dans cette masse de transformation une opportunité pour constituer une filière économique. Et puis, je terminerai sur peut-être une limite importante qui est celle du coût économique de ce réemploi, de l'usage de nouveaux matériaux sur les territoires très populaires.
la question du logement abordable est déterminante. Et donc, le coût de sortie finale du produit ou du réemploi est une limite objective à aller plus loin. Nous avons testé des modèles économiques sur notre territoire et nous ne pouvons pas aller le plus loin possible, le plus loin désiré politiquement, parce que nous n'en avons pas les moyens économiques. Et donc, il y a des territoires qui permettent l'expérimentation pour aller très loin, parce qu'il y a un marché, parce qu'il y a un modèle économique. Et sur les territoires en transformation importante, mais pauvre, l'expérimentation est quand même limitée par les moyens économiques. Merci de votre attention. Thank you. So I think suggest that with those first three questions, I'm going to pass the floor now to the panel. Who'd like to go first? Go ahead. Deux mots comme ça un peu à la volée sur les questions. La première question sur Building Less. Évidemment qu'on n'est pas en situation de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. On peut difficilement dire à quelqu'un vous avez besoin de 60 mètres carrés ou de 80 mètres carrés ou 200 mètres carrés. De la même manière pour les bureaux, on n'est pas dans la vie des gens ni dans la vie des entreprises. Mais bon, donc ça c'est la première chose. Pour ce qui concerne la limitation, si vous voulez des exemples, cette limitation, elle est présente chez tous les gens, en tout cas en France, qui gèrent du patrimoine public. Nous avons en France une délégation à l'immobilier de l'État qui est chargée de 95 millions de mètres carrés et qui fait des arbitrages tous les jours sur la sobriété des usages. Et nous faisons, nous, dans nos administrations, comme je pense dans toutes les administrations des collectivités locales, des arbitrages sur la sobriété des usages, sur la manière dont le télétravail influence éventuellement les besoins en bureau, et toutes ces choses-là. Voilà. Donc ça, c'est des exemples qui sont des exemples à partir du moment où on gère véritablement un patrimoine. Sur les limites la question des limites, il y a différents types de limites. Et en effet, vous évoquez des limites d'ordre financier et des limites d'ordre technique. Je crois qu'il faut distinguer les deux. Ce qui concerne les limites d'ordre financier, on est quand même un certain nombre à penser qu'une juste application des prix du carbone, par exemple, permet de débloquer un certain nombre de sujets, devrait permettre de débloquer un certain nombre de sujets financiers. Mais on n'en est pas tout à fait là, mais il ne faut pas se lasser de défendre ce dossier au niveau international, on ne se lasse pas de le faire. Voilà, un petit peu, enfin, sur les sujets de rénovation urbaine, je crois que Anne-Claire Mialot est bien mieux placée que moi pour répondre, mais voilà, quelques éclairages. Merci beaucoup. Quelques éléments de réaction et puis je répondrai à votre question aussi sur l'empreinte carbone. Effectivement, dans les limites qui ont été évoquées, les trois limites, on les constate au quotidien. La question des plateformes de recyclage, je l'ai dit. Comment avons-nous fait dans les territoires sur lesquels nous les avons financés? On l'a financé non pas sur des crédits de notre programme, mais sur des crédits d'innovation, parce que pour l'instant, on ne peut pas le financer sur notre programme. Ça fait partie des éléments d'évolution peut-être pour un futur programme de renouvellement urbain. Et on a essayé de réutiliser des lieux qui étaient temporairement vacants. À Nancy, dont je vous parlais, c'est un centre commercial désaffecté qui, avant d'être démoli pour permettre la renaturation de la place centrale, a servi de lieu de stockage et de recyclage. Donc, ça fait partie des sujets. Et donc, l'idée d'une AOT, ça peut être un moyen, mais on voit bien qu'il y a un besoin de structuration de la filière. Et l'autre élément qu'on n'a pas encore réussi à travailler, c'est comment cette plateforme, elle sert à tout le monde et pas seulement à l'acteur qui est sur place. L'exemple de Nancy dont je vous parlais, il était simple parce que c'était le même bailleur de logement social qui déconstruisait, qui réutilisait. Donc, c'était simple. Le problème, c'est quand il y a plusieurs intervenants et là, ça devient quand même beaucoup plus compliqué. Et donc, ça fait partie des sujets sur lesquels il faut qu'on continue à avancer parce que matériellement, si on veut économiser aussi du carbone par le transport, il faut que ça se fasse sur place. Et c'est vrai que dans ces cas-là, les quartiers où on intervient massivement, comme à l'ANRU, je reviendrai peut-être sur les grands chiffres de l'ANRU tout à l'heure, ça se prête au sujet.
Sur Green Hill, monsieur le maire a donné les chiffres. Voilà, on est sur une intervention massive, 5000 logements réhabilités. Voilà, on est sur des interventions extrêmement massives. Ça permet de mettre en place ces infrastructures. Le deuxième sujet sur la filière, il est à mon avis majeur à la fois sur la filière de réimplantation de matériaux récupérés, mais aussi la filière de production d'éco-matériaux en quantité. Il est clair aujourd'hui qu'on voit des collectivités revenir avec des appels d'offres où ils ne rentrent pas dans les prix qui avaient été négociés au départ de financement. Parce qu'on a un problème de disponibilité de la ressource, on a un problème de structuration de la filière. Certaines régions ont commencé à travailler sur le sujet, notamment la région centre, donc au centre de la France, donc Orléans, pour ceux qui voient, a commencé à travailler sur la façon dont ils pouvaient mettre en place une filière de production de chanvre où les agriculteurs de la région produisent du chanvre qui est réutilisé par la construction. Mais il faut réussir à mettre tout le monde autour de la table et avoir ces logiques de filière. Je pense que c'est l'avenir si on veut effectivement limiter l'utilisation de matériaux. On a les mêmes problématiques en Outre-mer où nous intervenons. Par exemple, à Mayotte, sur la réutilisation de matériaux sur place, parce que sinon ça coûte très cher d'apporter des matériaux. C'est la même chose aux Antilles, dans les départements d'outre-mer, on a beaucoup ces problématiques de transport de matériaux, et donc il faut trouver les moyens de les produire sur place et d'avoir les ressources qui soient adaptées aussi à l'espace naturel local. Troisième élément, le coût. C'est évident, mais ça fait partie des sujets qu'on essaye de prendre en compte, mais ça fait partie des freins réels par rapport à la mise en œuvre de ces projets. Peut-être un mot pour redire sur l'impact et puis sur le bilan carbone. On est aujourd'hui, le deuxième programme de renouvellement urbain, il a été voté en 2014. On est en train de le mettre en œuvre, il se terminera en 2030. En 2014, on n'a pas imposé les bilans carbone et c'était pas, à l'époque, on n'était pas aussi avancé en termes de réflexion que ce qu'on est aujourd'hui. Ce qu'on a fait, c'est que depuis 3-4 ans à l'ANRU, on travaille avec des instituts de recherche pour justement voir comment on peut faire pour outiller les collectivités qui portent les projets sur ce sujet-là. Et donc, on a travaillé avec le CSTB sur le bilan carbone des bâtiments. On travaille aussi sur un arbre de décision par rapport à votre question sur comment choisir entre démolition et réhabilitation selon l'ensemble des objectifs que l'on poursuit, l'habitabilité future des logements, la mixité sociale, l'amélioration des conditions de vie, le fait de retrouver des caractères circulants dans les quartiers qui nécessitent des fois de casser des grands ensembles et des masses pour permettre de faire passer une route au milieu pour désenclaver le quartier. Bref, on travaille avec, donc c'est un travail de recherche pour voir, qu'on finance, comment on peut outiller les collectivités pour avoir un arbre de décision et se dire le bilan carbone, oui, mais aussi la mixité sociale, mais aussi la sécurité dans le quartier, voilà, pour qu'on puisse avoir cet arbre de décision. Et ce que l'on aimerait, c'est que dans le futur programme de renouvellement urbain, si un futur programme est voté par le Parlement, qu'on demande des bilans carbone au moment de la présentation du projet. Donc, on a un cran après en intégrant cette question de l'impact carbone dès le dossier de candidature et de présentation pour demander les financements. Donc, pour l'instant, on ne le fait pas. Pour l'instant, on est à la partie recherche, analyse, compréhension, outillage au niveau national. Au niveau local, on a des exemples. Choisy-le-Roi, par exemple, a fait une analyse en termes de cycle de vie pour faire son projet. On a à Nantes, vous étiez des endroits emblématiques, on a des collectivités qui travaillent sur ce sujet-là. Donc, on a déjà beaucoup de territoires, j'aurais pu citer Aix-Marseille, province qui est ici, avec qui on travaille aussi beaucoup. Par exemple, à Miramas, il y a un très beau projet qui intègre l'ensemble de ces enjeux. Localement, mais au niveau national, au niveau de l'agence, on ne le fait pas partout pour l'instant. Et ça fait partie des travaux de recherche qu'on finance aujourd'hui pour que le futur programme intègre ça en amont des projets. Voilà rapidement pour votre question. Super, merci. And now I think we have it, Thierry. You want to make an intervention? Just a brief comment. And I understand that the decarbonization is a really touchy and quite a challenge for all across the industries. And I think one plausible solution would be we can push or urge many producers or manufacturing companies to produce more eco-friendly or less energy consumption products to create the environmental conscious society. So we can do something to move for the environmental society. And I understand we need more efforts to make this happen. So that's where we are now, and we can move forward with all the efforts combined. Thank you.
Super, thank you. Just to say that indeed, coming to the first question, but also to presentation of Yves Laurent about international cooperation on the topic of sufficiency. Indeed, this is a very complex topic, but it's there is a really growing interest to the topic about how we build more, but with less, not only energy, materials, water, land. So actually, Global Alliance Building Construction has a hub, materials hub, which very much actually inspired by the French national strategy of decarbonization. So in case if there's interest to kind of continue on more regular basis this discussion, there's also possibility to join the sufficiency hub of the Global ABC and join the discussion of experts from different specialities to continue working on this and also continue looking into these examples and others as well. Great, thank you. We have 3 more questions. And the first is from Gustave Eiffel University. Hello. So I work for the French National Programme for Research on Sustainable Cities and Innovative Buildings. And we aim to accelerate research on these topics with 2 main guidelines, which is to have interdisciplinary research on one hand, and also research which is really driven by the needs of cities and regions. And so I have a very open question today, actually, for the panel and also for representatives for the cities is today on these topics, what do you think are the research gaps that still need to be addressed? The research gaps for today, but most of all, the research gaps for tomorrow, if you're on your pathway for the circular economy. Are there more technical issues, maybe issues on scalability like we heard this morning, or social issues? What is today, let's say, your wish list of research actions on the topic? Thank you. Super, thank you. Now we go to London. Thank you. Hi. So for those who don't know us, we are the London Agency for Circular Economy. We are a partnership between the Greater London Authority and the 33 London boroughs. We have a complex multi-level governance system in London. As you can hear, I'm French, but I'm giving everyone a bit of a French kind of break because I actually come from across the channel today. My question is, because we are lots of cities around the room, we haven't talked about a big lever that cities have, which is spatial planning. In London, that's a lever that we've been strongly using, especially for the last 3 years, where we have a requirement for all big projects to submit a circular economy statement. So basically a strategy for their buildings, a pre-demolition audit. And they also need to demonstrate that they incorporate 20% reclaimed material in new developments for large projects. But obviously we want to do more. There are like a few experimentation, mainly at borough level on our side, for like retrofit first policy, where developers need to demonstrate that they, before proposing a demolition project, that they've ruled out any kind of retrofit renovation opportunity. So I guess my question on this specific one is, do you know any kind of objective criteria to assess those applications? Because that has been generally a struggle, especially for like time poor local authorities to assess those applications and to really recognize, case where we need to demolish to case that where actually like a retrofit project could actually work. So any good ideas would be welcome. Thank you. And last but not least, we have Keith. Thank you, Chair. I've got a comment and a question. I mentioned previously that I worked in central government for a very long time, but a very recent survey in the UK said that around 3/4 of all built environment professionals believe net zero by 2050 is possible, but progress has been very slow. And that's really highlighted the need for stronger policies and industry collaboration to accelerate progress so we can get closer to meeting the targets. What policy changes and improved collaborative approaches do the panel and others think should be prioritized to accelerate progress and overcome the barriers to net zero in buildings?
And another way of putting it is, what are the top priorities for accelerating progress that really will make a difference? There's a lot of things, but some are more important than others. Thank you. Thank you. And as you would have seen, special guest star Robert has arrived. So Robert, wherever your nameplate's supposed to be. So we'll take the question for Robert in a second, but just because, of course, whilst they're fresh in the mind, I'm going to pass the floor now to the panel, and then we'll take your intervention, Robert, if that's okay. So quickly to the panel to respond to the three questions you just had. Who'd like to respond? Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas du tout, évidemment, la réponse à l'ensemble des questions, mais peut-être un point qui, moi, me semble assez important et qui est un retour d'expérience pour travailler sur des enjeux de construction partout en France, dans des territoires très divers. En France, on a la particularité, et je pense que c'est une immense richesse, d'avoir des entreprises familiales, beaucoup de PME, de TPE, des petites et moyennes entreprises qui ont un savoir-faire de la construction, alors qui n'a pas toujours mené à on va dire, des prouesses environnementales, ça c'est certain, notamment avec l'expansion urbaine telle qu'elle a été permise pendant ces dernières années. Mais pour autant, je pense que c'est effectivement sur ce type d'acteurs qu'il faut aussi pouvoir s'appuyer, puisque c'est des savoir-faire artisanaux et qui en réalité peuvent derrière mailler toute une chaîne de production en filière courte localement. Et qui aujourd'hui sont en très grande difficulté. On est face à une crise, comme vous le savez, et d'ailleurs c'est la même en Angleterre et dans d'autres pays de l'Union européenne, de la construction, de l'immobilier. Et je pense que c'est vraiment l'opportunité en réalité là, dans cette transition du secteur dans son ensemble, qui évidemment doit être amorcée par des politiques publiques et la commande publique dans tout ce qu'elle peut générer d'innovation. Mais il faut être très attentif à comment derrière tous ces acteurs-là arrivent à suivre et ne mettent pas la clé sous la porte, parce que là on a des constructeurs de maisons à travers le pays qui sont effectivement en train de véritablement s'effondrer, et nous typiquement on est assez inquiets aussi de la perte de ces savoir-faire, alors même qu'on aurait voulu pouvoir les embarquer. Alors du coup c'est peut-être une manière de répondre par une autre question que je peux adresser au reste des intervenants, mais c'est un sujet qui pour moi est assez essentiel. Thank you. Peut-être juste un mot pour dire que sur le modèle économique, pour l'instant, on ne l'a pas sur le choix d'arbitrage entre démolition et réhabilitation, et ça fait partie des sujets de recherche qu'on a en cours avec donc, le Centre technique du bâtiment, le CSTB, Centre scientifique et technique du bâtiment en France. Et j'espère qu'on aura quelques résultats qui nous permettront d'outiller les porteurs de projets. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'à la fin, c'est toujours des choix politiques urbains, de planification de comment on voit la ville demain. Et je pense qu'il n'y aura jamais de vérité scientifique. Il y aura des choix d'arbitrage qui seront à la fin des choix politiques portés par les maires, ce qui est normal, de la façon dont ils voient la ville et la façon dont on peut répondre aux différents enjeux qui se posent quand on parle des quartiers prioritaires de la politique de la ville. L'autre sujet, on n'en a pas reparlé, c'est sur les friches et sur comment on arrive en France. Mais je pense que le sujet est le même dans beaucoup de pays européens ou plus largement, c'est comment on arrive aujourd'hui à transformer la ville du fait du changement d'usage. On a parlé des bureaux, transformation de bureaux en logement, c'est un gisement énorme de logements qui existe et qui permettrait d'économiser un peu de carbone. C'est comment on arrive à retravailler des friches existantes pour faire en sorte que sur ces friches, on arrive à construire la ville pour éviter l'extension urbaine. Et donc, je pense qu'on a encore beaucoup devant nous de travaux, et notamment sur les travaux de recherche. Je pense que dans les sujets qui se posent concrètement, au-delà de la question de la constitution des filières qui était réindiquée par la responsable de Ville Vivante, et de comment on arrive à former toute la filière. Mais ça, ce n'est pas forcément un sujet de recherche, mais c'est un sujet quand même sociologique d'évolution des acteurs, de comment on pense le métier, et que le métier de bâtisseur, ce n'est pas forcément de construire du neuf, mais ça peut être aussi de la réhabilitation, et c'est tout aussi noble. C'est un sujet à la frontière entre le technique et le sociologique. Le deuxième sujet, c'est comment on arrive aujourd'hui à repenser la manière d'habiter la ville. Et c'est un sujet beaucoup plus large,
en se disant que habiter la ville, c'est pas forcément habiter un pavillon loin où on a besoin de sa voiture pour aller travailler. C'est aussi des nouveaux usages de la ville, c'est aussi une nouvelle manière de penser la densité, c'est aussi une nouvelle façon de penser les usages de la ville. Et ça, à mon sens, ça croise beaucoup de sujets de vivre ensemble qui, aujourd'hui, en Occident, sont quand même des sujets non neutres. Et je m'arrêterai là pour pas aller plus loin sur des sujets sensibles. Peut-être deux mots pour répondre à la question politique. Je crois que l'analyse en cycle de vie, c'est fondamental. Sécuriser le dispositif de l'analyse en cycle de vie et fonder une politique de la construction là-dessus, c'est vraiment la clé. Et l'estimation, alors ça ne veut pas dire qu'on est au bout de ça, y compris en France ou dans les pays comme les pays, un certain nombre de pays d'Europe du Nord qui ont mis en place de manière assez volontariste ces politiques. Il faut sécuriser cette approche. Cette approche, elle n'est pas simple à sécuriser, ça demande du temps, ça demande, nous, en France, avant de mettre en place cette analyse en cycle de vie, enfin la RE 2020, on a passé entre 3 et 5 ans à discuter avec l'ensemble des partenaires de la chaîne pour faire évoluer la chaîne de production ensemble. Et non pas à partir d'une politique descendante en disant on va faire ça, ça et ça, parce que ça ne fonctionne pas, ça, en fait. Les acteurs du bâtiment doivent être prêts. La deuxième chose, et c'est plutôt pour les pays de l'OCDE que pour les pays hors OCDE, je crois qu'il faut distinguer clairement les choses. Le sujet de la rénovation est vraiment un sujet clé. Le sujet de dérisquer la rénovation et de la dérisquer techniquement, de la dérisquer financièrement, c'est absolument clé et on est dans ces domaines. Alors, on parlait de recherche, c'est certain que dans ces domaines, on est globalement très en dessous de la. On continue de se demander comment est-ce qu'on va mettre un manteau en laine, un manteau en cachemire ou un manteau, etc. Mais voilà, on n'adresse à aucun moment, par exemple, l'idée que quand on fait une rénovation thermique par l'intérieur, si on met 15 cm à l'intérieur, on perd des mètres carrés et que ces mètres carrés, ça coûte beaucoup d'argent. Rien que les mètres carrés eux-mêmes qu'on perd. D'accord. Donc, en fait, le dérisking de la rénovation, c'est vraiment un sujet. Après, il y a aussi l'évaluation du coût de la non-action. Hein. Je pense que ça aussi, c'est une chose qu'on ne prend pas du tout suffisamment en compte. C'est-à-dire que tout le monde pense que. On a toujours l'impression d'être des précurseurs, de vouloir aller plus loin, mais en fait, la réalité, c'est que le travail qu'on fait, c'est un travail de dérisking aussi des biens et des valeurs immobilières. On en parlera jeudi. Je vous invite tous à venir jeudi pour parler de ce sujet, parce que voilà, en fait, les arbitrages financiers, les arbitrages techniques, ils doivent aussi se faire en fonction du coût de l'inaction. Voilà. Mais si vraiment il y a un champ de recherche pour nous, un champ de recherche prioritaire pour ce qui concerne les pays du Nord, les pays, disons, les pays qui ont déjà un très fort patrimoine construit, hein, parce que nous, c'est 1% par an, là, le renouvellement du parc. Là, c'est vraiment le sujet de la rénovation et du risking de la rénovation. Je ne dirais pas pour les pays émergents et en développement. Là, je dirais que le sujet prioritaire de recherche, il est de savoir comment on évalue et on sécurise les dispositifs traditionnels ou dits low-tech qui permettront de ne pas courir après la chimère d'un monde de la construction où on va doubler le nombre de mètres carrés d'ici 2060 avec des dispositifs high-tech et des triples vitrages et des dispositifs d'air conditionné performance, qui ne sera évidemment pas le cas. Donc on va devoir s'appuyer sur des dispositifs low-tech et l'important c'est de sécuriser là aussi et techniquement et financièrement ces dispositifs low-tech. Super, thank you. So I'm going to now pass the floor at last to Robert Dijksterhuis. I hope I've got that right. The Sustainable Buildings Envoy from the Ministry of Housing and Spatial Planning from the Netherlands. And Robert, you'll be delighted to know that a large part of the conversation that's preceded your arrival has focused on the absence perhaps of some data or some measures of carbon footprints in this space. And so I think you're going to enlighten us and tell us an awful lot about what the Dutch are doing in that space. And so the question I have for you is, building data is a key component in calculating carbon emissions throughout a building's life cycle. However, data fragmentation and the lack of a national database on environmental product declarations can be a major challenge when governments try to implement whole life carbon policies. What can other countries learn from the Dutch approach to managing and governing building data nationally?
Thank you. Sorry about, well, on behalf of the Eurostar Railways for the 4-hour delay today. I have prepared 2 slides. I don't know if they can come up on screen. Yes. So it's basically, it's quite simple. So we're talking about Lego. Because well, the session today was also about building blocks. So well, when we're talking about building blocks, you can also talk about Legos. And there you can distinguish the building block in itself. So there you can calculate or assess the environmental performance of an individual building block, which can be a stone or cement or steel or wood or what have you. And then if you combine all those building elements, then you eventually can get a building. And there you can calculate the environmental performance of the building and you can do that by making a big calculation actually of, okay, how many building blocks of what type am I going to use in the building in order to assess, okay, what is the environmental performance of the building as such. And in the Netherlands, we use for both assessing the building blocks itself as well as for assessing the calculation of the building, the eventual building, we use European standards. So for the building blocks, we use the European standard EN 15804. It's on the screen. And for the performance of the building, we use the standard EN 15978. And we have done so, we started with this about 12 years ago. So in 2013, we started with introducing this calculation method. And just as Yves Laurent just said now, that you have to sit down with all the stakeholders and say, okay, well, this is what we want to do. And eventually it was just started, okay, how are we going to calculate? And we did not put a limit value in it. And we introduced a limit value of, okay, if you add it all up, then what can the environmental performance of the building be? That was introduced in 2018 and it was strengthened a bit in 2021. And now we're discussing on strengthening it or lowering the bar even more in this summer. But the calculation method itself, well, that's an internationally set calculation method through this European standard. So if countries want to do similar things like us, well, then you can just look at the standard, you can look at both standards, and then you can see, okay, we have done the groundwork, and there's already, and then I'm going to the second slide, a very big database in the Netherlands, and France has a similar database by now, and several other countries have as well, where you can see, okay, what is a building product, and then you can get an environmental product declaration of an individual building product, so say a brick or a steel bar or glazing, triple glazing, single glazing, etc. And we have in the Netherlands set up to the Foundation Environmental Database, and it holds by now more than 4,000 EPDs, environmental product declarations. So if you want to develop a building, then you can go to the database and use all the numbers which are in the database and make the calculations. The website of the foundation also provides with the software you can use when doing the calculations. So for a developer, maybe an architect or a project developer, what have you, it's quite easy. And everybody knows how it works these days. What we have done is we said, okay, at the end, there's a quite strict limit of, okay, what can the environmental performance of the building, the eventual building be? And if it is above the threshold that we have put in, then you don't get a building permit. It's as simple as that. So every architect knows that if I'm going to develop a building, then I have to use this amount of that material. And if I want to use lots of cement, then I have to include also lots of wood or other kinds of more environmentally friendly materials, because otherwise I will be above the threshold and I won't get a building permit. Then, of course, you have the question, okay, but who is putting the data of the building materials into the database? Well, that's actually coming from the companies themselves or from the branch organizations. And what we have done is that there's a subdivision of 3 categories of environmental product declarations. So first of all, you have data brought in by the manufacturer. So for instance, Velux providing windows, so they can say, okay, I have this window and please can you give an environmental performance of this particular window, and then it's put up into the database.
But you can also have, and that's the second category, non-brand specific data. So coming from the brands organizations of Windows, for instance. And then if there's nothing from both brands organizations or individual manufacturers into the database, but you do want to use certain kinds of materials to make the calculations, then the foundation that manages the database can make their own calculations and put in some figures in there. However, if you want to use those data, then we add up an increase factor of 30% of that particular material. So it's not really an incentive to use those materials when you want to calculate the environmental performance of the building. So there's an incentive out there for manufacturers to put more environmental data into the database, because then architects and project developers will use those products more than if you don't put up your data into the database. So that's more or less how it works. And just like Yves Laurent just mentioned just now, that you also have to know, okay, but you have to look at the entire lifespan of the building. So if you want to make the calculations in the Netherlands, then what we have said is, okay, for a house, we have a lifespan of 75 years. For an office building, it's 50 years. So when you make the calculations of the building, you also look at the lifespan of the different building elements and say, okay, if a door, for instance, will only last for about 50 years and you have a house, then you need to take into account that you'll need 2 doors for the entire lifespan of the building. And but you know, because you need to take also the lifetime of all the materials into account. That's basically it. So, well, it's like Legos. It's quite simple. I love the Lego analogy. I used to play with it an awful lot when I was a kid, and of course, it's the ultimate thing that can be reused and rebuilt. So thanks for that. I'm going to pass the floor now for our youth moment. So we have Ebou Cissé here, who's a student from Sciences Po, and he's going to perhaps just share very quickly some of his reflections on. Okay. Well, good afternoon. Thank you very much for this opportunity. My name is Ebou Cissé. I'm from Germany. I'm currently doing my master's program at the Urban School at Sciences Po. And well, for my youth statement, I won't be able to represent my whole generation. But from my point of view, I think one really important question is who actually benefits and who also maybe might be left behind within this transition. And when I think about circularity, I think it goes beyond the reduction of operational and embodied carbon. It requires also a holistic approach that recognizes how green transitions impact daily living experiences. I think also about housing accessibility and social inclusion, which has been already mentioned quite often. In the 3 cities where I've been studying and living, Paris, Berlin, and Hamburg, I've seen through multiple occasions how eco-friendly building renovations have often faced strong resistance by communities because they're often linked to increased housing costs, fear of displacement as well, and also an acceleration of gentrification processes. And therefore, I believe circular building frameworks and initiatives are especially promising when they also integrate inclusive urban policies, such as rent control measures, and second, also include include the low residents, but local residents especially, and the youth in the design, implementation, and the maintenance of these projects. In particular, when thinking about youth engagement, I think it's a great opportunity, not only into making the whole transition more equitable, but also in a way it can also help us to address the challenges we have been discussing today. I think there are many pilot projects that have shown how co-productive or collaborative approaches can foster innovation, can increase acceptance, and also reduce maybe also workload or financial constraints from very local municipalities. So to conclude, I see circular buildings not just in a way to think of circles, but as a chance to move forward also and to improve our ways where we combine eco-friendly transitions with equitable transitions. Thank you very much.
Thank you very much. Some great insights there. I'm going to pass the last word now to Gaëtan, Ambassador to COP, the Special Envoy to UN Habitat for the Republic of Mauritius. So, thank you, Monsieur le Modérateur. Today's discussion has made one thing clear. To build the future we need, we must go beyond the brick, beyond the building as a static object, and rethink the entire ecosystem of our built environment. This means embracing circularity, not just in concept, but in practice. We've heard powerful commitments from Japan's whole life cycle carbon benchmarks, France, Réglementation environnementale 2020, ENRU, full diagnostic life cycle efficiency, social transformation agenda, and sustainable procurement, and to the Netherlands data governance leadership. UNEP's global ABC continues to be a vital coordinator, while regional actors like Ville Vivante show la densification douce, how local action can breathe life into global policies. But two important points must be underlined. First, the building assets and land. Globally, up to 15% of buildings are vacant, underused, or in disrepair, rising to 40% in some OECD office districts, especially after COVID. In the EU, 75% of buildings remain energy inefficient. But these are not burdens. They are opportunities for adaptive reuse, renovation, and regeneration. Second is the waste we discard. Construction and demolition account for 33% of global waste, 2.2 billion of tons in 2025. But again, this is not just a crisis, it's an industry in the making. Singapore recently had done a building constructed completely using recycled concrete, and it proves that circular construction can be high-tech, profitable, and climate positive. From this dialogue, several priorities have emerged. Whole life carbon must become the norm, not the exception. Digital tools like EPDs and material passport are now essential infrastructure, and circularity must be localized with solutions adapted to context, especially in the global south. And above all, buildings must not be seen as emissions or emitters, but levers of transformation. Our call for action, let's commit to embedding life cycle carbon metrics in building codes and procurement, recovering value from underused stock through adaptive reuse, incentivizing renovation over demolition, mandating digital traceability through material passports, and investing in capacity building through training that needs assessment, policy tools, and platforms that will empower youth and SMEs and local governments. We propose to launch, this is my personal suggestion, a global circular pact grounded in technology transfer, open access to digital tool, life cycle calculators and indicators, EPD database, mutual learning, urban labs and feedback loops where pilots from the global south can inform global frameworks. And by the way, global warming has now sort of created a two-way traffic knowledge, because temperatures are getting so hot, sometimes knowledge from the south will be useful to the north. And third and last, urban twinning and innovation exchange, connecting cities across continents and enabling south-north flow of ideas from frugal innovation to
informal circular models. Let's co-create urban creativity hubs that go beyond theory, bringing research and experimentation and policy into one space. Let's open fellowships to young innovators from the Global South and ensure the pact reflects differentiated responsibilities, much like the Paris Agreement. The future is already built. Let's ensure it's shared, circular, and just. Let's walk the talk together boldly and without delay. Thank you. That brings us to the end of this session. I want to say a tremendous thank you to all the participants and to Youth Moment as well. Ebou, thank you very much. As a little takeaway from me, as the circular economy is a ball that's moving forward now. So thank you for leaving that thought with me. And thank you also for the Lego analogy. That also helps enormously in terms of thinking through how we can build this better future that you referred to, Gaëtan. I mean, certainly from the OECD's perspective, we stand ready to help across all these different initiatives, and we'll continue to serve as a platform to share that information. I should also share some information I'm going to share with you. So Florian has finally arrived, but it's now time for coffee. I'm going to speak to him outside. You know, so he was also, I think, on the train, must have been behind you, Robert. So he's just arrived, unfortunately, but he's going to join the events and perhaps contribute during the discussions whenever he can. So over to coffee, and thank you again for an excellent session. Thank you.